C'était l'avant-dernière manche du championnat du monde d'endurance. Les 6 heures de Fuji avaient lieu le week-end dernier au Japon et on a vu une course plus qu'intéressante cette fois, Thibaut, puisque je suis avec toi pour ce nouveau numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info. Une course qui a vu la victoire ô combien importante au championnat de la Porsche 963 numéro 6 du Porsche Penske Motorsport avec Kevin Estre, Lorenz Vanthoor et André Lotterer. Thibaut, bonjour. Tu vas nous passer en revue un petit peu ce résultat qui a quasiment décidé de l'obtention du titre dans la classe hypercar, hein. C'est un peu le sentiment général et surtout au niveau comptable après cette épreuve. Salut Pierre, salut à tous. Bah oui, déjà tu fais bien de souligner, on a eu droit tout d'abord à une course absolument splendide et c'est pas un hasard si Endurance Info a décidé de décerner la performance du week-end avec deux barres automobiles parce que je sais pas si c'est le tracé qui s'y prête, mais décidément on a eu droit à des belles choses à Fuji et notamment jusque-là la course avec l'écart le plus faible hein, qui datait de 2016. Et là, on a vu, à mes yeux, une des plus belles courses du championnat du monde et vraisemblablement la plus belle de l'ère hypercar. Donc ça a été animé, il y a eu des accrochages et des accidents, ça fait partie de la course, il y a pas eu de séquelles, donc c'est très bien. Et non, non, ça a été un show absolument splendide. Après, pour revenir sur le titre, comme tu disais, on parle du titre pilote, qui a été quasiment attribué, effectivement, sauf cataclysme à Bahreïn, à André Lotterer, Kevin Estre et Lorenz Vanthoor. En revanche, tout est encore ouvert au championnat constructeur. Mais voilà, côté pilote, il leur manque que quelques points et ce serait vraiment étonnant qu'ils n'y parviennent pas. Mais bon, sait-on jamais. On a déjà vu quand même beaucoup de choses se passer à Bahreïn lors de la finale et notamment côté Porsche qui avait failli perdre des titres qui lui tendaient les bras. 35 points d'écart, Thibaut, entre l'équipage de la Porsche numéro 6 et l'équipage Coco Molina Nielsen de la Ferrari numéro 50. Quand on sait que c'est une course donc avec des points modifiés, hein, c'est un coefficient Ouais. différent, un coefficient 10 pour le 1,5. vainqueur, plus Voilà, 1 c'est pour la ça. pole. Donc à tout casser, ils en marquent 39, quoi. 4 points pour être assuré du titre, ça va être compliqué pour la concurrence. Qu'est-ce qui a fait globalement, Thibaut, que cette Porsche, que l'on attendait peut-être pas à son avantage absolument sur cette épreuve, quasiment autant dominé en fait, puisque au final, il s'impose sans avoir été très très inquiété. Il y a que 16 secondes d'écart quand même à l'arrivée, mais on n'a pas senti la concurrence être absolument au niveau de cette voiture. Non, non, tu fais bien de souligner. Après, c'est quand même un circuit qui est très lisse. Et on sait que la Porsche, c'est là où elle est à l'aise. On l'a bien vu, notamment au Qatar. C'est un billard. Et ils sont très forts là-dessus. A contrario, même si le tracé avait été resurfacé, ils ont été moins à l'aise à Austin. La Porsche 963 est moins à son aise quand il y a peu de grip et quand il y a des bosses. Donc là, globalement, à Fuji, ça lui convenait assez bien. Il ne faut pas oublier que l'année dernière, c'est certainement la plus belle course hein, de la 963. Les Toyota avaient été un petit peu bloqués au départ et ça avait permis à Lorenz Vanthoor, qui avait pris un envol absolument splendide, de s'échapper et de mener, je crois, ouais, une bonne partie de la course, hein. Donc, voilà, ils en avaient un bon souvenir et ils ont confirmé. Après, les trois pilotes ont été irréprochables. Mention un petit peu spéciale à André Lotterer qui a été pas mal décrié par certains depuis le début de l'année. Et quand il s'est retrouvé à prendre son relais et à se retrouver derrière Niklas Nielsen sur la Ferrari numéro 50, c'était pas forcément facile. Et il a su se jeter au bon moment pour reprendre l'avantage et reprendre et après prendre un peu la poudre d'escampette. Donc André a vraiment a dominé son sujet et voilà, on sait à quel point il connaît ce circuit. Mais voilà, les trois hommes ont été irréprochables, l'équipe a été irréprochable, et on va dire que Porsche a aussi un peu de réussite, si on peut dire, il en faut pour gagner les titres. C'est que là, l'équipage de numéro 6 honnêtement, fait une saison de champion, hein. Il y a eu Austin qui a été un petit peu le petit coup de moins bien, on va dire, je crois qu'il termine 6 ou 7e, je sais plus, mais jusque-là, leur pire classement, c'était 4e au 24 heures du Mans, donc ils sont d'une irrégularité absolument incroyable. Et Porsche, dans ses déboires, a la chance que tous les malheurs en fait se concentrent sur la même auto, à savoir la numéro 5, qui est aussi véloce, voire parfois même plus véloce hein, que la numéro 6. Mais ils ont tous les problèmes possibles et imaginables. Et là, ils ont encore été pris dans des accrochages dès le deuxième tour, après avec la Toyota numéro 7. Donc voilà. Porsche a vraiment maximisé ses chances et
quasiment empoche le titre pilote. Maintenant, on sait qu'en endurance, le titre le plus important, ça reste le titre constructeur. Et ça, par contre, c'est pas fini. Tu disais que par rapport à 2023, effectivement, Fuji avait été une bonne course pour Porsche Penske, alors que c'était une saison, on le rappelle, compliquée, hein, cette première saison en WEC avec la 963. On sait que la voiture a beaucoup, enfin les ingénieurs ont bien travaillé sur l'exploitation évidemment avec une année de connaissance de la voiture. Selon toi, c'est vraiment un ensemble de choses qui fait que la 963 a atteint ce niveau de performance, outre effectivement l'effet de course et tout ce qu'on a rappelé. Il y a quand même des éléments spécifiques que tu peux décrire pour prouver cette progression, ou alors il y a aussi un peu la concurrence en dedans, selon toi? Non, honnêtement, tu l'as dit, c'est l'exploitation. Il y a eu des petites modifs qui ont été faites sur la voiture, mais elles sont très, très légères. Et au final, c'est surtout ils ont clairement franchi un pas au niveau exploitation, et notamment sur cette numéro 6 où, ils commettent presque jamais d'erreur. J'ai pas de souvenir d'une grosse erreur commise par le numéro 6 cette année, tant au niveau de la stratégie que des pilotes et à contrario, si on compare à Fuji l'an passé, certes, la voiture a dominé, au début de course. Par contre, ils avaient fait une erreur grossière en oubliant, ils n'avaient pas fait plein de carburant, avant le ils n'avaient pas mis assez de carburant dans la voiture avant le départ, donc ça les avait contraints à un arrêt anticipé et ça les avait, clairement mis dedans. Voilà, maintenant, ce qui est assez, troublant chez Porsche, c'est vraiment, la différence de résultats entre la 6 et la 5, où pour le coup, la 5 est souvent dans les mauvais coups et c'est pas de la faute des pilotes, hormis l'erreur de Michael Christensen à Spa. C'est toujours des erreurs humaines, de mécanos, d'ingénieurs, de stratégie. On se souvient, Austin, du cône vert sur la sonde Pitot qui avait été oublié, qui n'avait pas été retiré. Voilà, donc non, pour répondre à ta question, pour moi, c'est d'exploitation pure, c'est du pilotage et après on remarque que tous les concurrents ont besoin à peu près d'une saison pour commencer vraiment à maîtriser ce qu'on appelle le power illégal. À savoir qu'en fait, on voit un chiffre de puissance, hein, qui est indiqué, dans le tableau de BOP, sauf qu'il ne faut absolument pas le dépasser. On a droit à un warning, à un avertissement par course, et sinon, après, ce sont des pénalités, de drive-through. Et ça, en fait, le but, c'est de se rapprocher le plus. Donc, tous les constructeurs sont obligés de prendre une petite marge. Et souvent, quand des constructeurs débutent, la marge, elle est assez conséquente. Et là, cette année, Porsche le maîtrise vraiment bien. Cadillac a fait aussi, beaucoup d'efforts. À contrario, on voit que Alpine est en progression, mais c'était un petit peu un des soucis rencontrés en début de saison. Et donc là, Porsche aujourd'hui semble vraiment maîtriser, cette notion de power illegal et à se rapprocher au maximum, de cette courbe de puissance. Je vous dis une bêtise, si ça se trouve, l'année dernière, ils devaient prendre, pour éviter, ce qu'on peut appeler les overshoots, il prenait peut-être 7 kilowatts de marge, hein, je vous donne un chiffre comme ça au hasard, et peut-être que cette année, il est 2, et vous imaginez la différence que ça fait au final. C'est vraiment, c'est exploiter au maximum la puissance, autorisée par la BOP. Et ça a été, un des gros progrès effectués par Porsche et que tous les constructeurs, hein, tous les constructeurs travaillent dessus. Mais voilà, il faut à peu près une saison, j'ai l'impression, pour vraiment commencer à le maîtriser. Thibaut, sur ce podium de Fuji, alors on a 3 LMDH, hein, c'est à souligner, comme au Ouais. Qatar, puisqu'on avait les Porsche 963 qui avaient monopolisé le podium. Bon, là, c'est la deuxième fois de l'année où on n'a que des LMDH, mais c'est des LMDH qu'on n'attendait peut-être pas. Tu vas infirmer ou confirmer cette phrase, mais c'est en tout cas le premier podium pour BMW, Team WRT et pour Alpine, puisque au terme de ces 6 heures de Fuji, Raffaele Marciello, Dries Vanthoor et Marco Wittmann ont placé la LMDH bavaroise en deuxième position, et on a le premier podium donc pour la LMDH française, Alpine et son partenaire Oreca, avec Nicolas Pierre, Mick Schumacher, Mathieu Vaxivière. Thibaut, on commence par BMW. On a vu tout au long de l'année une progression. On se souvient à Imola, les voitures avaient été dans le coup, mais ça n'avait pas encore été concluant au niveau du résultat. On a vu à Austin que les voitures ont été bonnes en début de course, mais là encore, il y avait quelques éléments qui sont venus perturber la machine. Cette fois, alors oui, il y a eu des faits de course, évidemment, on va y revenir, hein, notamment avec Cadillac, mais cette fois, BMW a concrétisé. C'est logique quand on connaît l'attelage formé avec Team WRT, mais est-ce que c'est logique de le voir ici à Fuji? Alors déjà, moi, si on m'avait dit que BMW et Alpine et même Peugeot, qui est quatrième, on y reviendra plus tard, termineraient devant Toyota et Ferrari, j'aurais du mal à le croire.
Mais on va dire que c'est BMW et WRT, on l'a maintes fois répété. L'attelage, c'est pas le même qu'en GT3, hein. En GT3, l'équipe d'exploitation, en l'occurrence WRT, est assez libre. Clairement, en hypercar, c'est beaucoup moins le cas et l'implication du constructeur est bien plus conséquente. C'est vraiment un engagement 100% officiel de la part de BMW et donc forcément, ils mettent leur grain de sel un peu partout. Donc, il faut apprendre à ces deux entités à travailler. Voilà, après, ça a été honnêtement pour moi une des déceptions du début de saison. Alors ils ont fait bien Imola, mais peut-être qu'on attendait aussi trop d'eux et qu'on n'a pas pris en compte ces facteurs. L'équipe WRT, on sait ce qu'elle vaut, elle l'a montré en GT, elle l'a montré en P2. La BMW avait déjà une année de compétition dans les roues et au vu de la qualité des équipages, on s'est dit non mais ça peut que gagner. Ça va être, il y en a beaucoup qui disaient même que ce serait la référence du LMDH assez rapidement, même devant Porsche Penske. Ça a été plus compliqué que prévu. Vincent Voss nous confiait récemment, nous, notre objectif au final, c'est justement de s'inspirer de Penske, qui a eu une première année complexe avant de jouer devant en 2025. Je trouve que c'est un petit peu dans la continuité de ce qu'on a vu à Austin, comme tu le disais, une voiture qui est revenue aux avant-postes. Et là, bah, c'est un petit peu dans l'exploitation, tout ça, ou la gestion de course qui était peut-être un petit peu moins maîtrisée avec des pénalités qui fait que le résultat n'a pas été celui escompté. A contrario, à Fuji, honnêtement, il y a beau avoir eu des faits de course, la deuxième place, elle n'est pas volée du tout. Elle n'est pas volée du tout, on ne la doit pas aux problèmes des autres. Et on reviendra peut-être après sur les autres concurrents, mais on voit en rythme de course et tout, la BM était vraiment très bien. Et non, non, ils ont fait une course splendide. Et j'ose espérer que ça nous laisse entrevoir ce dont nous sommes en droit d'attendre de cette équipe l'année prochaine en WEC, parce que ça doit jouer devant. Après, on sait que la BM souffre encore de petits soucis, notamment sur les autres de freinage. Dries Vanthoor nous a confié après l'arrivée que c'était un petit peu compliqué, il pouvait y avoir de la surchauffe. Donc ça va être du travail. On s'attend à des petites évos durant l'hiver. C'est le BMW M Team WRT que nous attendions et qu'on veut voir plus souvent. C'était vraiment une super prestation. Et encore une fois, cette deuxième place, elle est pas volée parce qu'ils la doivent pas au fait de course. Et pourtant, face à Cadillac, pour la lutte pour le podium, hein, la bagarre a été serrée, voire c'est allé au contact. Avec, bon, malheureusement, on va y venir tout de suite, Thibaut. Le problème pour la Cadillac, la crevaison, hein, consécutive à un contact. Cadillac qui a fait une belle prestation, puisqu'il y avait eu la pole position en qualification. Sans ce contact, Thibaut, évidemment, on pouvait attendre, au vu de la vitesse de Earl Bamber et Alex Lynn, s'attendre à mieux pour Cadillac et la V-Series, qui a elle aussi confirmé tout ce qu'on voit, notamment en IMSA, mais cette fois, c'était confirmé en WEC. Et ça aurait complété le podium 100% LMDH sans discussion, sans doute, sans le contact. Ouais, oui, bien sûr. Et puis pour le coup, vraiment une voiture qui pouvait jouer la gagne et qui était peut-être la seule à pouvoir réellement menacer la Porsche numéro 6. En fait, j'ai envie de dire, c'est à l'image du programme depuis le début en WEC. C'est une voiture qui est rapide. À chaque fois, on le voit en qualif. Là, je ne sais plus à combien ils sont. À chaque fois, je crois que ça fait 5 courses de suite où la voiture est qualifiée sur les deux premières lignes. Là, cette fois-ci, en pole position. Elle est super rapide toujours en essai. Et je ne sais pas ce qui se passe en course. Ils se prennent toujours l'épée dans le tapis. Hormis Le Mans l'an passé où ils font troisième, ils arrivent toujours à se prendre l'épée dans le tapis. Donc, c'est vraiment dommage parce que cette Cadillac méritait mieux. On a l'impression que c'est pareil, il y a des erreurs de pilotage qui sont peut-être un petit peu trop récurrentes. Donc ça c'est un petit peu dommage. Mais bon, ça aurait été sympa de voir un beau résultat pour le Chip Ganassi Racing, hein, qui, pour rappel, va passer le flambeau au Team Jota en tant que représentant officiel de Cadillac en championnat du monde d'endurance. Mais voilà, moi, autant je vois, on parlait de BM qui monte en puissance, de Porsche qui a réussi d'une année sur l'autre à franchir un palier conséquent sur le plan d'exploitation. Ben, moi, je suis très déçu par Plage, Cadillac, Ganassi en WEC parce que j'ai pas vu les résultats escomptés. Alors certes, avec une voiture, c'est plus compliqué, mais là, la voiture était dans le coup. Et à chaque fois, ça s'est pris les pieds dans le tapis, ça s'est pris les pieds dans le tapis en course et c'est pas révélateur de ce que ça aurait pu donner. Et c'est un petit peu dommage. Moi, je reconnais que c'est quand même une déception. Je m'attendais à mieux. En revanche, voilà, une fois de plus, on voit que la V-Series R est une super auto. On l'a déjà vu à plusieurs reprises en WEC. On l'a encore vu cette fois-ci. On l'a vu en IMSA. Et aux mains d'une équipe Jota qu'on ne présente plus, ça peut être, pour le coup, ça peut faire des ravages l'année prochaine, plus encore avec deux autos. Donc, ça peut être, voilà, c'est annonciateur de lendemain qui chante, si on peut dire, pour Cadillac, même si ce sera avec une autre écurie d'exploitation. Mais voilà,
aussi, y compris aux pilotes, hein, puisque Earl Bamber et Alex Lynn sont toujours attendus, hein, dans les voitures, peut-être parfois, se montrer un petit peu moins fougueux parce qu'il y a quand même eu pas mal de casses cette année. Ouais, effectivement, on l'a vu avec la fin un peu compliquée pour Earl Bamber sur la dernière partie de course. Mais est-ce que dans un sens, c'est pas dommage non plus de voir au moment où le rythme et les résultats semblent arriver, hein, puisque la voiture est rapide et là, les dernières courses le prouvent, mais est-ce que dans un sens, c'est pas dommage que de changer l'équipe d'exploitation? Il y aura forcément une phase d'apprentissage pour Jota, et est-ce que selon toi, Jota arrivera à maintenir ce qu'on voit aujourd'hui de la V-Series.R, ou est-ce qu'on peut s'attendre à ce que la voiture peut-être redescende un petit peu dans la hiérarchie, au moins en début de saison, avant de retrouver ce qu'on voit là sur ces dernières manches? J'ai bon espoir que ce ne sera pas le cas. Par contre, oui, tu as raison, il y aura une petite période d'adaptation. GM et Jota vont devoir travailler ensemble, même si je pense que l'implication du département, racing de GM est moins important que celui de BMW au sein du BMW Team WRT. Donc ça va, c'est sûr qu'il y aura une période d'adaptation. Après, Jota, on a vu à quel point ils ont, vite pris en main la Porsche. Honnêtement, c'était bluffant. Ils ont fait une séance d'essai l'année dernière avant Spa et ils ont été, incroyables. Ils font un super résultat à Spa. Ils mènent la course au Mans, qui n'est que leur deuxième course avec la 963. Pas trop d'inquiétude à ce sujet, même si voilà, il faudra une petite période d'exploitation et puis d'adaptation, et derrière, il y aura des séances d'essai qui vont être menées, durant l'hiver, avant de se présenter au Qatar. Donc ça va servir justement à un petit peu, ce que tout le monde, apprenne à travailler ensemble. Mais j'ai vraiment bon espoir de voir, la Cadillac jouer devant l'année prochaine, avec Team Jota. Et le podium, Thibaut, donc on en parlait, complété par l'Alpine à 424, numéro 36, Nicolas Pierre, Mick Schumacher et Mathieu Vaxière. Pourtant, au vu du déroulé de la course, Thibaut, ça aurait dû être la numéro 35 sur le podium. Tu vas nous rappeler Ouais. le fait de course, hein, qui contraint Jules Gounon, Ferdinand Habsburg et Charles Milesi à abandonner le podium à la voiture sœur. Mais dans tous les cas, c'est une super récompense pour Alpine, qu'on avait déjà vu très à son avantage en qualification à Austin et même en début de course. Mais là, enfin, Alpine a atteint, alors est-ce que c'était un objectif au départ ou pas, de voir la voiture sur le podium en cette année 2024? Non, clairement pas. Enfin, évidemment, tout le monde a pour objectif de se battre pour le podium et la victoire. Après, clairement, après Austin, où il y avait déjà une belle 5e place, pour l'Alpine, Bruno Famin nous avait dit: «On est encore loin, hein, de jouer le podium». Alors, certes, encore une fois, il y a eu des faits de course, il y a eu Toyota, on y reviendra après, il y a eu Cadillac, on vient d'en parler. Mais pour moi, Alpine, c'est la belle surprise de cette saison, 2025. Autant, BMW était une déception. 2024. Donc c'est ça, Pardon, j'espère que excuse-moi. ça sera la bonne surprise de 2025. Voilà, 2024, pardon. Non, non, autant, BMW, j'étais déçu, même si voilà, une déception atténuée par ce qui s'est passé à Fuji. Pour moi, Alpine, c'est la bonne surprise. Alors tout le monde leur a craché dessus après Le Mans parce que, c'est vrai que la nuit n'était pas encore tombée, les rideaux étaient déjà baissés. Maintenant, dans un championnat BOP, où on ne peut pas faire beaucoup d'évolution, est-ce que c'est pas, mieux d'avoir une voiture qui est perfo et qu'on fiabilise ensuite? Que, être dans une situation comme Lamborghini avec une voiture qui est trop lourde et qui a plein de défauts, qui certes a vu l'arrivée, mais alors pour la remettre au niveau, va falloir sacrément bosser, il va falloir utiliser des jokers. Ça, c'est clair et net. Donc moi, je trouve que, jusque-là, la saison 2024, d'Alpine est assez remarquable. On peut pas dire que c'était une bonne chose, hein, l'abandon du Mans, bien évidemment, mais ça a un petit peu secoué tout le monde. Il y a eu des évolutions, une première évolution moteur qui est arrivée à Austin avec un nouvel arbre à cames pour, soulager les soupapes, d'admission, qui ont été, en cause au Mans. Il y a d'autres évolutions, moteurs uniquement, centrées sur la fiabilité qui vont arriver pour 25. La voiture, elle est perfo, le châssis, on le savait parce que de toute façon, aux yeux de bon nombre, c'est l'Acura avec ARX 06 en IMSA et la meilleure, GTP LMDH. Bon, c'est super, voilà. Après, je trouve que c'est très, très encourageant et c'est presque mon outsider, pour 2025, Alpine. Il y aura des petits changements en interne, peut-être, aussi, même sûrement, il y a 2 voire 3 pilotes qui vont céder leur volant, au sein d'écuries françaises. Mais c'est super et ça récompense, tout le travail de l'équipe. En exploitation, ils ont été très bons. Il n'y a pas eu d'erreur de commise. Ils ont su anticiper aussi, parfois certains faits de course.
Comme tu dis, c'est la 35 qui aurait dû faire troisième. La 35 qui est globalement un petit peu plus rapide que la 36, mais qui a eu une pénalité pour un contact avec une GT, si ma mémoire est bonne. C'était un contact avec l'une des deux corvettes qui a causé D'accord, du coup voilà. le contact de Charles Milesi. Et ça les a fait rétrograder dans la hiérarchie, mais c'était la 35 qui était encore un petit peu au-dessus. Après, encore une fois, c'est pas les pilotes les plus médiatiques, hein. Nous, forcément, on les connaît bien, mais Charles Milesi a confirmé une fois de plus tout le bien qu'on pense de lui. Jules Gounon a été vraiment pas mal, hein. Il manque encore d'expérience dans la voiture, il le dit lui-même, il sort d'une GT3, ça n'a rien à voir à conduire. Il a fait le boulot. Et voilà, petite mention à Mick Schumacher parce qu'on ne sait pas s'il va rester, mais on espère qu'il va rester dans l'équipe parce que il a fait un travail absolument remarquable. Il s'est éclaté. On sait qu'il est obsédé par la F1, mais il s'est éclaté. Il avait la banane à l'arrivée quand on l'a interviewé. Et autant en début de course qu'en fin de course, vraiment, ça a été du duel viril, hein. Il le dit lui-même. Je ne suis pas habitué à ça en monoplace. On peut pas rouler aussi proche, quitte à aller un petit peu au contact. Mais on se souvient notamment de la passe d'armes avec Norman Nato. D'ailleurs, c'était très sympa. Après l'arrivée, il est allé taper dans la main de Norman pour le féliciter et pour dire qu'il s'était bien amusé. Et bravo Mick Schumacher, sincèrement, il s'est très très bien adapté à l'endurance et au volant, il fait un boulot absolument remarquable. On n'a pas attendu Fuji pour le voir, mais c'est à Fuji, grâce à ce podium et à ses passes d'armes, que vraiment ça a sauté aux yeux, si on peut dire, entre guillemets, du grand public. Mention spéciale à lui, mais voilà, globalement, c'est un petit peu à l'image de cette équipe qui, j'insiste, fait vraiment une première saison étonnante et voilà, qui annonce de belles choses pour le futur. Rapidement Thibaut, tu parlais d'évolution à venir, fiabilité, donc pas forcément de joker, tu penses, utilisé par Alpine pour 2025? Non, aucun joker. Ils estiment ils ont pas encore ils ont pas encore tiré la quintessence de la voiture, donc ils veulent pas se précipiter. Donc ce sera que des évolutions fiabilité. Et donc voilà, après cet arbre à cam, ils vont s'attaquer aux soupapes et vraisemblablement au turbo, mais c'est que de la fiabilité. Même si ils sont déjà ravis parce que depuis la débandade du Mans, si on peut dire, les conditions rencontrées autant à Sao Paulo qu'à Austin qu'à Fuji étaient compliquées, notamment au niveau de la chaleur, et il n'y a aucun des deux moteurs qui n'affaiblit. Donc ça, c'est quand même un bon signe, preuve qu'ils sont sur le droit chemin. Thibaut, on passe maintenant à la quatrième place qui elle aussi est une surprise, puisque, en tant que première LMH, on attendait pas forcément Peugeot, hein, on va être très honnête, Toyota à domicile et forcément Ferrari aurait sans doute joué cette place, même si on va y revenir plus tard. Mais Peugeot repart de Fuji avec un résultat inespéré et qui peut donner un petit coup de boost à l'ensemble de l'équipe, même si factuellement il en manque un peu encore, hein, la 9X8 pardon, même peut-être beaucoup. Tu peux nous détailler ça un petit peu, mais la quatrième place de Mikkel Jensen, Nico Müller et Jean-Éric Vergne, j'imagine que ça doit quand même offrir un peu de répit à Peugeot qui est englué dans une saison encore un peu compliquée avec cette V2 de la 9X8. Oui, bien sûr. J'ai pas envie de dire c'est l'arbre qui cache la forêt parce que honnêtement, ils ont raté par exemple l'Hyperpole, mais c'était tellement serré à Fuji qu'ils la ratent de pas grand-chose. Ils sont pas largués. Même là, hein, le Non. podium se joue qu'à 7 secondes au final, hein. Ah, bien sûr, bien sûr. Et alors ça a été pour le coup, on peut pas dire qu'ils aient pas profité des faits de course. Ils ont eu en plus une stratégie assez audacieuse, à savoir qu'ils ont passé tous les pneus rodés, entre guillemets, tous les mauvais pneus en début de course, hein. C'est pas des mauvais pneus, mais voilà, ils se sont gardés des balles neuves en fin de course, et ils se sont retrouvés notamment à la bataille avec la Porsche numéro 12 du Team Jota et l'Alpine numéro 36. Et en fait, dans cette triangulaire, on avait Norman Nato qui était avec des vieux pneus, qui était sur un double relais, sur un deuxième relais avec ses quatre mêmes pneus. On avait Mick Schumacher qui avait changé uniquement les pneus gauche. Et on avait cette Peugeot qui avait gardé les pneus neufs et qui avait justement 4 pneus neufs. Et Mick Schumacher, d'ailleurs, l'a dit à l'arrivée, il a eu un petit peu peur parce que la Peugeot remontait et finalement, ça a tenu. Il a réussi à rester devant, mais c'était un petit peu tendu. Ce qui est sûr, c'est que Peugeot a fait un boulot remarquable au niveau de la stratégie. Ça, c'est clair. Les pilotes ont été là. Il en manque encore. Il en manque encore à la voiture. Ça, c'est évident. Mais on se souvient l'année dernière à quel point ça avait été très très compliqué Fuji. Et là, bah, ils s'en sont quand même beaucoup mieux tirés. Voilà. Le boulot, il est encore
très conséquent, très, très conséquent pour aller jouer avec les autres. Cette voiture, elle manque de grip mécanique. Il faut qu'il travaille sur tout ce qui est liaison au sol. Il faut qu'il travaille aussi sur les frottements et ça va être le gros du chantier, durant l'hiver. Voilà. Après, on sait que c'est une équipe qui est pas forcément, très staffée, mais bon, voilà, il faut qu'il travaille. Ce qui est sûr, c'est comme tu disais, ça met du baume au cœur à tout le monde. Ça doit pas pour autant occulter, le travail qu'il y a, mais ça fait quand même du bien et on est content pour tous les gars de cette équipe qui se donnent à fond et pour les résultats qui sont pas forcément, voilà, ceux escomptés, clairement pas. Donc on imagine que ça fait plaisir à tout le monde. Par contre, il y a 2 grands perdants, Thibaut, Ferrari et surtout Toyota à domicile. Pourtant la numéro 7 pouvait, viser, un bon résultat et forcément dans l'optique du championnat pour, Kamui Kobayashi et Nyck de Vries, hein, puisqu'on rappelle que Mike Conway n'ayant pas, pu disputer les 24 heures du Mans, il est mécaniquement, éliminé de la course au titre. Thibaut, Ferrari, on va faire un global, hein, de Ferrari et Toyota. Alors Toyota, c'est un peu harakiri à domicile, hein, puisque l'abandon pour la numéro 7 et là seulement la 10e place pour le trio Buemi, Hartley, Hirakawa. Je pense que tu vas confirmer que l'état-major japonais devait pas forcément être ravi de la fin de course pour les deux GR010 hybrides, surtout à domicile, hein. On sait que Toyota, Fuji, c'était son précaré. Ouais, bah, comme tu le dis, ils avaient perdu qu'une seule fois, hein, depuis que le WEC vient, à Fuji depuis 2012. Alors voilà, après c'est un petit peu, alors on va commencer par Toyota. Donc, c'est la numéro 7. Voilà, clairement, Kamui Kobayashi, s'accroche avec la Porsche numéro 5. Il est fautif, il le reconnaît, rien à dire. Voilà, c'est comme ça. La numéro 8, ça a été un petit peu plus, voilà, ils pouvaient faire un résultat assez correct. À la régulière même, ils pensent qu'ils auraient dû finir 3e, mais il y a eu cet accrochage, entre Hiroyo Arakawa et Kevin Estre qui a fait pas mal débat, hein, dans le paddock parce que, oui, en fait, Rio ressort des stands devant Kevin, ce qui est très, très important, je vais y revenir après. Il s'avère qu'il a un petit peu d'avance, il est gêné par une GT, Kevin revient, ils arrivent dans le 3e secteur et il y a un drapeau bleu et les 2 voitures se touchent. Voilà. Le problème, c'est que Rio est pénalisé parce qu'on lui reproche de ne pas avoir respecté le drapeau bleu, sauf qu'il faut savoir que normalement, le règlement dit que vous avez 2 secteurs pour laisser place à la voiture qui vous suit, après avoir reçu un drapeau bleu. Parce que, voilà, si vous êtes clairement plus rapide, bon, bah, c'est normal que vous restiez devant, même si, vous êtes sur le point de vous faire prendre un tour. Donc ça, c'était un peu frustrant du côté de chez Toyota parce qu'il y a eu clairement un secteur, qui a été, avant le contact, il y a eu qu'un secteur puisque le drapeau bleu a été agité au milieu du 1er secteur et le contact a lieu au milieu du 2e, globalement, enfin, milieu du 2e, agité au milieu du 2e et le contact a eu lieu au milieu du 3e. Donc il y a eu un secteur qui s'est passé. Voilà. Après, à qui la faute? Voilà, les avis divergent, hein. Je pense que ça aurait pu être jugé, fait de course, mais et d'ailleurs, c'est pas le contact, qui est vraiment pénalisé, c'est le non-respect, du drapeau bleu. Bon voilà, comme je l'ai expliqué, qui porte assez à débat. Après, le problème qu'a, Toyota aujourd'hui, cette manœuvre, ça nous fait un petit peu penser à ce qui s'est passé à Austin entre Sébastien Buemi et Kevin Estre. Heu, Est-ce qu'on touche pas un petit peu aux limites de la BOP? La Toyota, elle est tellement freinée aujourd'hui que, c'est voilà, globalement, c'est la plus lourde, la moins puissante, voilà, pour grossir le trait et ils se retrouvent à ne pas pouvoir dépasser. Ils sont dans une position où ils ont plus de ce qu'on appelle la raceability, donc cette capacité à courir, à doubler, à pouvoir résister et donc sur un tour, la voiture, elle est bien. Par contre, ils peuvent pas lutter en piste et ça, c'est très frustrant et c'est pour ça qu'en fait, quand un pilote Toyota se retrouve sur le point de se faire dépasser par un autre concurrent, bah, il a tendance un petit peu à bloquer parce qu'il sait que derrière, s'il se fait doubler, il est foutu et il n'arrivera pas à reprendre son bien parce que, sa voiture ne le lui permet pas. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec ce genre de situation. Après l'arrivée, Sébastien Buemi pestait à cause de ça parce qu'il dit: «On peut pas se défendre, on peut pas se défendre, on peut pas doubler parce qu'on n'a pas les watts». Donc certes, ils ont un gain de puissance au-dessus de 250 qui est un petit peu supérieur aux autres, forcément puisqu'ils ont moins de puissance en dessous, mais c'est déjà trop tard parce que les en début de ligne droite, on peut le voir en sortie de virage, c'est assez criant. On peut voir que les autres voitures, bah, elles s'en vont, quoi. Donc eux, ils peuvent pas se battre et ça, c'est très frustrant, du côté de chez Toyota. Donc voilà, c'était un petit peu, oui, ça faisait la tête chez Toyota, mais voilà, là, encore une fois, l'accident de Kamui Kobayashi, il y a rien à dire. En revanche, voilà, on pestait un petit peu contre cette manque de raceability. Encore une fois, je sais pas trop, trouver le mot en français, c'est un petit peu capacité à faire de la course Capacité à faire de la course, et oui.
Voilà, et ce drapeau bleu qui, voilà, cette pénalité pour le drapeau bleu qui a été peut-être un petit peu mise trop tôt au goût de certains. Donc voilà, c'était un petit peu frustrant, et c'est dommage parce que la Toyota n'était pas la plus rapide, hein, clairement. En qualif, ils arrivent toujours à s'en sortir, et surtout, c'est très très important pour eux, puisque comme on le disait, comme ils ont beaucoup de mal à dépasser, à résister, il faut absolument réussir sa qualif. Et la qualif a eu un rôle prépondérant en endurance comme jamais elle en a eu par le passé. Et notamment, on peut voir au premier virage, la Cadillac sait très bien que la Toyota est en manque de puissance, et on voit au premier virage que clairement la Cadillac a déjà une belle avance sur la Toyota qui n'a pas vraiment pu se battre. Donc voilà, c'est un petit peu dommage, ils auraient certainement dû faire troisième, et pour le coup, voilà, ils sont neuvième, je crois, ce qui est effectivement excessivement décevant pour Toyota. Tout n'est pas fichu, loin de là, parce que Toyota a encore, au championnat constructeur, son destin entre ses mains, puisque s'ils gagnent à Bahreïn, ils sont champions, hein. Donc même si Porsche fait deuxième. Donc ça c'est encore, entre guillemets, la petite consolation dans le clan japonais. Rien n'est perdu malgré une course hélas, vraiment oubliée pour tout ce qu'on vient de dire. Et Ferrari, Thibaut, pareil, une course compliquée, la 51, problème de RS, hein, après Ouais, 160, un peu moins de 170 tours. La 83 qui a initié l'accrochage initial au deuxième ouais. tour, donc qui a été pénalisé, et forcément un peu sur le reculoir en début de course. Au final, il restait presque quasiment que la 50 pour viser un résultat. On va pas parler de bon ou de bons résultats, mais un résultat. Et au final, bah, ils n'ont pas pu jouer à minima un podium qui les aurait maintenus plus proches de la numéro 6 pour le titre pilote. Mais classement, hein, la 9e place d'Antonio Focco, Miguel Molina et Niklas Lissen sonne un peu le glas des espoirs de titre. Ferrari, Thibaut, est-ce qu'a manqué l'occasion, tu penses, ou n'avait pas du tout ses chances sur la piste de Fuji, ou ça n'avait pas été simple non plus l'année dernière? Oui, alors déjà, tu fais bien de me corriger. Donc, c'est Ferrari 9e, Toyota 10e. Ouais, alors voilà, le deal est un petit peu différent. Globalement, Ferrari était, par exemple, n'avait pas la performance de Toyota sur un tour. Donc, on a vu déjà l'an passé, la 499P, on le sait, elle est tracée, elle est dessinée pour un tracé comme Le Mans. C'est pour les longues lignes droites, pour les courbes rapides. Alors, le troisième secteur de Fuji, c'est vraiment pas pour elle, malgré ce kit dont on a parlé, qui était censé soi-disant l'aider un petit peu, mais qui n'a pas apporté les résultats escomptés. Amené Euh, à Sao Paulo, hein, on voilà, rappelle. exactement, le nouveau kit amené à Sao Paulo. Globalement, j'ai jamais senti vraiment les Ferrari en mesure de se battre. Donc elles auraient peut-être pu faire mieux. Et puis surtout, bah voilà, hein, on s'est un petit peu. Kubica, à la fin du deuxième tour, s'est totalement raté en bout de la ligne droite, et il a emmené notamment la 51. Donc c'est un petit peu, il a mis deux Ferrari hors du coup dès le deuxième tour, parce que la 51 a été endommagée. Ils ont pu changer le bloc arrière, mais le fond plat était aussi endommagé. Ils sont bien revenus, et derrière, ils ont eu ce problème de RS qui est assez rare, hein, pour être souligné, hein, parce que les problèmes de fiabilité, c'est en dehors du Mans. Je crois que c'est la première fois qu'une Ferrari 489P officielle donc abandonne sur un problème de fiabilité depuis d'ailleurs, c'est assez étonnant pour être souligné. Donc voilà, grosse déception clairement du côté Ferrari, parce qu'en plus, la Ferrari, globalement, c'était un peu le titre de notre article. Ferrari a hypothéqué ses chances de titre au classement pilote, bah, ça va être quasiment impossible. Et au classement constructeur, bah, en fait, même s'ils gagnent à Bahreïn, il faudra qu'ils regardent les résultats de Porsche et Toyota pour être titrés. Donc, pour le coup, ils n'ont plus leur destin entre leurs mains. Donc, c'est un petit peu plus compliqué que même que pour Toyota. C'est vraiment, ouais, un week-end assez catastrophique pour Ferrari également. Pour conclure, Thibaut, l'hypercar, on va quand même parler de Jota, qui sécurise le titre chez les privés, hein, avec la numéro 12. Bon, on sait que Jota va changer de marque l'an prochain, mais ils auront au moins réussi ce pari de dominer la Ferrari 83 au classement des privés avec. Oui, bah, Vas-y, vas-y, c'est un beau Thibaut, vas-y. résultat, hein. Excuse-moi, je te coupe. Ouais. Non, ça, c'est un très beau résultat, parce que on sait très bien que la 499P numéro 83, c'est une privée sans lettres, hein. Oui, exactement. Exactement. Il va être de pilote officiel Ferrari dedans. Elle a le même soutien que l'usine. Depuis le début, elle fait jeu égal, hein, quasiment avec les deux autres. Donc, c'est un bel exploit de la part de Team Jota et de la numéro 12, qui a eu un week-end compliqué, hein. Ils sont un petit peu en retraite depuis quelques courses. Là, en qualif, ils étaient mais totalement nulle part.
et ils ont réussi à revenir en course, des bonnes stratégies, donc ça a été bien. Ils terminent 5e, c'est ce qui est vraiment pas mal et voilà, bravo à eux. C'est un signe, hein, que, le dernier, que voilà, que ce titre Hypercar, équipe, leur revienne avant de devenir, représentant officiel d'un grand constructeur, ce qui est amplement mérité, donc c'est chouette, voilà. Et puis on va parler, 2 secondes avant de passer au MGT3 de Lamborghini. J'allais te le dire, mais vas-y. Voilà, ça a été, bah, 1 hyperpole, hein, pour Lambeau, donc Mm. ça, c'est à souligner. Ça prouve que voilà, ça avance. Il y a pareil que Peugeot, il y a encore un boulot très conséquent, à mener. Il y a aussi des inquiétudes sur la suite du programme, clairement. Mais voilà, bon, tout d'abord, pour finir à Fuji, il y a eu un abandon sur problème de fiabilité, alors que jusque-là, on s'était tous étonnés de la bonne tenue des 2 SC63 aux 24 heures du Mans. Et là, il y a un abandon, à Fuji, donc ça c'est dommage. Mais voilà, Lambeau, globalement, tout n'est pas à jeter, sur ce week-end, notamment avec cette belle hyperpole, mais il y a quand même de grosses menaces, hein, sur la suite du programme. On vous prépare quelque chose sur le site là, à ce sujet, et il y a quand même pas mal d'inquiétudes. On espère qu'une solution sera trouvée parce que ce serait dommage que ces voitures, disparaissent. Mais voilà, c'était en tous les cas la course compliquée avec un abandon sur problème de fiabilité. Thibaut, le LMGT3, pour ses 6 heures de Fuji, LMGT3 qui a enfin, serait-on tenté de dire, vu une victoire d'une Ferrari 296 Mmh. LMGT3 avec Thomas Flor, Francesco Castellacci et Davide Rigon. Thibaut, enfin, Vista F Corse marque une victoire. Ça paraissait incongru au vu du pédigré de l'équipe d'Amato Ferrari de ne pas s'être imposée depuis le début de l'année, ou à minima d'avoir signé un podium. C'était avant tout Ouais, un ouais, podium. ouais. Et donc enfin, une victoire pour la voiture au cheval cabré qui devance bah, les premiers champions de l'ère LMGT3, puisque bon, sans grosse surprise, Alex Malikin, Joel Sturm et Klaus Bachler avec leur nouveau podium, une nouvelle deuxième place, malgré bah, le succès Ballast, qui finalement ne semble pas trop les handicaper, bah, sécurise le titre de la classe, hein, premier pour le LMGT3, et le podium qui est complété par Ahmad Alarti, Valentino Rossi et Maxime Martin. Thibaut, cette victoire de Ferrari, au vu du déroulé de la course, n'est pas une surprise, puisqu'on les a vues très performantes, déjà en qualif, puisqu'en qualif, c'était François Heriot qui avait signé la pole position. Exactement, c'est bien de souligner la pole de François. La course a été plus compliquée pour la 55, mais voilà, Thomas Flor, David Erigon, et Francesco Castellacci ont fait du super boulot. Deuxième victoire de rang à Fuji, hein, faut croire que le circuit, leur plaît. Et voilà, c'est une hérésie. Voilà, le tort a été, on va dire, réparé. Comme tu disais, Ferrari n'avait toujours pas glané le moindre podium cette année. C'était la seule voiture avec la Lexus, hein, je crois, qui C'est n'avait ça. pas, qui n'avait pas réussi ça. Donc, tort réparé, super équipe. Il y avait pas de raison, que ça ne marche pas. Ils ont dominé leur sujet. Vraiment, ils ont fait, Vista F-Corse, ça fait un super week-end. Donc voilà, bravo à eux. Maintenant, voilà, ce qu'on retiendra tous, comme tu le disais, c'est, le titre du Manthey Pure Racing. Euh, on les avait mis favoris, hein, nous concernant en début d'année, parce que, notamment, vous, qui suivez bien le GT World Challenge, vous savez ce que vaut Alexander Malikin. Ils ont réussi à plier le championnat, avant même la dernière course où 39 points sont à décerner, donc c'est bravo, c'est vraiment chapeau. En dehors des pilotes qui ont fait un job remarquable, bravo à Manthey, c'est du ultra solide, hein, Manthey, de toute façon, on le sait. Ils l'ont montré. C'est pas pour rien que Porsche leur avait confié même leur programme officiel GTE Pro quand eux étaient encore en LMP1. Donc ils pouvaient pas tout faire. Et ça a été, voilà, comme je crois qu'ils avaient quoi, 45 kilos en plus là. Bah, c'est ça, c'est que tu as l'impression que ni la BOP, ni les conditions de course ne semblent impacter Rien, la rien. progression de l'équipage. Comme tu dis, Alex Manikin, Ouais. maintenant, on va quasiment dire qu'on ne le présente plus. Joel Sturm et Klaus Bachler, on connaît leur pédigré, leur performance, mais c'est l'homogénéité de l'équipage constituée depuis, on vous le rappelle, plus d'une saison, hein, ils ont été champions l'an dernier en Bronze Cup en GT World Challenge, donc il y a forcément ce facteur qui rentre en jeu, notamment en début de saison, par rapport à des équipages qui devaient peut-être se découvrir un petit peu, découvrir aussi l'environnement GT3, voir les voitures pour certaines équipes. Là, eux, ils avaient quand même des bases solides, et effectivement, d'entrée de jeu, ils ont pu marquer des points. Et là, bah, il y a ensuite, malgré le succès Ballast qui, sur le papier, est censé leur mettre un handicap, hein, comme le veut le théorème, mais sauf qu'ils ont su contrecarrer quasiment tout ça, sans doute exploitation aussi de la voiture, comme tu dis, de l'équipe d'Olaf Manthey. Ouais, bien sûr, c'est ça, tu as bien résumé la situation. Et puis voilà, voilà, il y a un petit truc, qui fait, aussi, qui change aussi peut-être la donne. Bah, Manthey connaît le WEC.
Manthey connaît la Porsche 911 GT3R, ils ont même participé à son développement. Donc oui, globalement, là-dessus, ils partaient aussi peut-être avec un avantage sur certains, c'est que connaître la voiture et le championnat, c'est aussi un petit avantage. Mais ça doit en rien retirer voilà, leur mérite. Tu es encore 1 et 2 au championnat, ils ont gagné Le Mans, bah, rien à dire, quoi, bravo. Alors après, va falloir se mettre en quête d'autres équipages, hein, parce que Malikin je peux pas croire qu'il Ouais, passe pas les leader. catégorisations devraient changer. Exactement, Joachim Tourne, ça va être pareil. Donc, je serais pas étonné quand même qu'il ne puisse pas repartir pareil. De toute façon, on sait qu'Alexander Malikin va disputer l'Asian Le Mans Series avec, sous la bannière Pure Racing en LMP2. Et je ne serais pas étonné que l'année prochaine, on le voit plutôt en ELMS sur une Oreca 07. Donc, ça va être intéressant à suivre. Mais bon, voilà, bravo, bravo, chapeau. Il n'y a rien à dire sur leur titre. Ils le méritent amplement. Je pense qu'ils sont soulagés d'avoir plié les débats avant la finale de Bahreïn. Et pour conclure le LMGT3, Thibaut, sur cette manche de Fuji, le podium qui revient à WRT avec le trio Rossi, Alarty, Maxime Martin. WRT qui se pose toujours en deuxième force majeure derrière Manthey, puisqu'on rappelle que la numéro 31 de Farfus, Gela et Lelung avait gagné à Imola, avait fait deuxième Ouais, voilà. au Mans, Ouais. quand la numéro 46 avait fait deuxième à Imola également, et donc troisième à Fuji. Après les 2 abandons de Spa et du Mans, c'est aussi bien de revoir cette 46 un petit peu aux avant-postes. Ouais, bien sûr. Alors, on sait que en qualif, ils s'en sortent pas. Il semblerait qu'ils ne soient pas totalement en accord avec la BOP, hein. Mais bon, en tous les cas, c'est sûr qu'avec Darren Young et Ahmad Al-Arty, il n'y a pas de raison que ça avance pas. Mais en course, ils sont toujours là. Ils ont des équipages très homogènes. C'est certain qu'un Martin Rossi Al-Arty, c'est assurément l'un des plus proches de Bachler Sturm Malikin. Ils ont fait du bon job. Deuxième podium pour Rossi en WEC. Donc ça, c'est chouette. On va voir s'il arrive à enfin peut-être aller décrocher la victoire à Bahreïn la veille de tester l'hypercar. Ce serait sympa, mais non, non, ils ont encore fait une belle course pleine de maîtrise, notamment au niveau de la stratégie. Voilà, le WRT, le WRT qu'on connaît. Donc ça c'est chouette. Après, un peu comme en hypercar, on a vraiment vu une course intéressante avec globalement même Lexus Acodis qui petit à petit se rapproche, hein, des voitures de tête. On les a vus dans le top Et 5 à un moment, effectivement. voilà, Bien sûr, recréer des arrêts, des stratégies, évidemment. Corvette, McLaren ont également été là. Donc ça a été, non, non, ça a été une course aussi extrêmement intéressante en LMGT3. Merci Thibaut en tout cas pour ce point sur les 6 heures de Fuji. Alors certes, évidemment, un petit peu en décalé par rapport à ce qu'on a l'habitude de vous proposer sur Track Limit, mais bon, comme vous le Le savez, voyage est long. le voyage est long et il y avait d'autres déplacements à venir, donc c'était le bon moment qu'on a trouvé pour réussir à passer en revue ces 6 heures de Fuji, donc l'avant-dernière manche du WEC qui a eu lieu le week-end dernier. Thibaut, les 8 heures de Bahreïn donc viendront conclure Exactement. cette saison du WEC avec, bon, certes le titre pilote quasi plié, on va dire ça comme ça, en hypercar, mais il y aura forcément quand même de la bagarre, puisque comme tu as dit, le titre constructeur reste à jouer. Voilà. Et sachant que Ça va être peut-être sympa. Ça va être Ferrari sympa. Ferrari ayant peut-être moins de choses à gagner au niveau pilote, ça sera aussi assez intéressant au niveau stratégique de voir comment les marques s'organisent pour cette dernière manche, c'est certain. Exactement. Et à Ferrari, ils arrivent, ils auront un appel, hein. Donc, ils vont tout donner. Honnêtement, que le titre pilote tombe dans l'escarcelle de la numéro 6, moi, je trouve ça totalement normal. Vraiment, Oui, au vu de la saison, bien sûr. ouais, ils ont fait une saison absolument exemplaire et ils le méritent amplement. Il n'y a pas débat là-dessus. Et ça a été les plus réguliers. Donc voilà. Et puis, on va voir, ça va être intéressant. On va dire le duel Toyota-Porsche avec Ferrari en outsider et en poil à gratter qui va tout donner. Ça peut faire des étincelles. C'est un circuit qui n'est pas facile, où la dégradation de pneus est importante en raison du sable. On sait que c'est quelque chose que maîtrise parfaitement Toyota. Et voilà, aujourd'hui, ça va être. Je pense que Toyota a quand même un beau coup à jouer. Porsche a montré toute la saison, notamment principalement avec la numéro 6, le palier qui avait été franchi. Et encore une fois, Ferrari va tout donner. Thibaut, Alpine et BM en arbitre? Et on espère, il n'y a pas de raison. Ce serait dans la continuité de ce qui s'est passé jusque-là, même si, encore une fois,
c'est un autre circuit, notamment, au niveau de la dégradation de pneus, mais il y a pas de raison qui ne soit pas là. On verra donc ça aux 8 heures de Bahreïn qui concluront le championnat du monde d'endurance 2024. Les 8 heures de Bahreïn qui se dérouleront très précisément le week-end du 2 novembre sur le circuit de Sakhir. Thibaut, merci pour ce débriefing des 6 heures de Fuji. Et puis on vous donne rendez-vous rapidement dans un prochain numéro de notre podcast Track Limit. Ciao à tous!